Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 30 janvier à la une de l'actualité. Conférence de presse de la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, qui réitère son appel à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel et évoque les attaques qu'elle subit de la part de certaines parties contre tout rapprochement entre les deux pays. Inquiétude en France où de larges franges de la société sont quotidiennement prises pour cible par l'extrême droite, révélant une mainmise sur les médias qui diffusent des idées identitaires et anti-pluralistes. À Gaza, 4 Palestiniens tués ce matin par l'entité sioniste malgré la trêve en vigueur. Au moins 100 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë et des centaines de milliers d'autres sont dans le besoin d'être protégés de la rudesse de l'hiver. Le point dans ce journal. La Grande Mosquée de Paris entame son année de centenaire par une cérémonie solennelle mettant en avant mémoire, transmission et responsabilité. L'institution occupe une place historique et contemporaine auprès des musulmans de France. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette visite à Alger de la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, a répondu aux questions de la presse nationale et étrangère et a adressé un bilan positif de son séjour en Algérie. L'ex-ministre française a réitéré son appel à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel. Elle a également évoqué les attaques qu'elle subit de la part de certaines parties qui sont contre tout rapprochement entre les deux pays. Amel Bouarba. Fidèle à ses convictions et avec un franc-parler assumé, Ségolène Royal a souligné sa ferme détermination en tant que présidente de l'association France-Algérie à œuvrer énergiquement pour lever tous les blocages entravant les relations entre l'Algérie et la France. Interrogée sur la campagne d'acharnement menée par certains médias français, dirigée à la fois contre sa personne et contre l'Algérie, Ségolène Royal a affirmé que ces attaques émanant de partis bien connus visent à discréditer toute démarche de dialogue et de rapprochement entre les deux pays. Il y a le mépris pour une femme, ça n'a pas beaucoup changé, comme si la parole n'était pas légitime. Et puis enfin, c'est la peur de la vérité et de ma liberté de parole, vous voyez, et de me voir continuer à peser dans le débat politique. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous dire une chose, c'est que c'est quand on voit justement qu'il y a des réactions de violence et de méchanceté qu'on se rend compte de la difficulté de la réconciliation. Et ça donne encore plus de force. Parce que cette réconciliation qui passe par la reconnaissance de ce qui s'est passé est facile à faire pour la France. Et c'est ça qu'ils savent, ceux qui ne veulent pas de cette réconciliation et de cette reconnaissance. Ils savent que c'est facile, parce que quand ils m'entendent, parce que j'apprends aussi des choses à ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne connaissent pas l'histoire, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, qui sont pris justement dans cette vision négative des choses, à force de parler. Vous savez, la parole, c'est quelque chose de puissant, si on l'utilise bien. Et c'est ce que j'essaye de faire en vérité, en transparence, en connaissance, en tranquillité. Abordant le dossier mémoriel, Ségolène Royal a affiché son optimisme quant à l'adoption d'un amendement parlementaire portant sur l'ouverture des dossiers concernant les essais nucléaires français dans le Sahara algérien. Le vote ce matin d'un amendement parlementaire sur l'ouverture des dossiers concernant les essais nucléaires dans le Sahara. En fait, c'est la première fois qu'un amendement parlementaire donne un délai de 6 mois au gouvernement pour communiquer toutes les informations sur les conséquences des essais nucléaires parce qu'il y a encore des problèmes de santé publique. La présidente de l'association France-Algérie a qualifié sa visite en Algérie de fructueuse, évoquant le cas du journaliste français Christophe Glaise. Elle a salué la décision prise par le ministre de la Justice de lui permettre de lui rendre visite. Le bilan est très constructif parce que les choses bougent. D'abord, par exemple, la visite à Christophe Glaise, c'est vraiment l'aboutissement d'une visite réussie, d'une part. Et ça, c'est important comme signal. Ça veut dire que quand on respecte, quand on a une parole de respect, d'humilité, de tranquillité et d'évidence,
eh bien, je sais que le président et que le gouvernement algérien ne demandent qu'à renouer ce dialogue précisément pour régler les questions en suspens et passer à autre chose. S'engageant à faire avancer le partenariat bilatéral et à construire des relations économiques positives, Ségolène Royal a fait état de son intention de saisir le président du MEDEF afin d'effectuer une visite en Algérie. Cette visite de Ségolène Royal intervient dans un climat de tension en France, une situation délétère où de larges franges de la société sont quotidiennement prises pour cible par l'extrême droite française. Cela est rendu possible en grande partie du fait de la connivence des médias français, nous dit Meïssa Bouel. La mainmise quasi totale de l'extrême droite sur l'espace médiatique n'est plus à démontrer. Des médias supposés être des contre-pouvoirs se sont mués en instruments d'influence, façonnant l'opinion publique et banalisant des discours haineux et racistes. Les médias français sont tenus par 10 milliardaires, 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires, 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Au cœur de ce système, Vincent Bolloré, il incarne la concentration du pouvoir médiatique avec une poignée d'hommes fortunés. Les médias de l'extrême droite fabriquent une information erronée, orientée dans le but de barrer la route à toute réflexion constructive et objective. Les voix qui vont à l'encontre de l'extrémisme sont tout simplement marginalisées, voire étouffées, et où la liberté de la presse perd toute crédibilité. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Mainmise sur les médias, étouffement du pluralisme et marginalisation des journalistes objectifs sont dorénavant les maîtres mots prônés par les médias de l'extrême droite et une orientation politique bien orchestrée. À Gaza, 4 Palestiniens ont été tués ce vendredi matin par l'entité sioniste au camp de Benrazi et Khan Younes. Les attaques de l'occupant se poursuivent malgré la trêve en vigueur. Les Gazaouis vivent une situation humanitaire dévastatrice. Au moins 100 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. Des centaines de milliers d'autres sont dans le besoin urgent d'avoir accès à un abri décent pour se protéger de la rudesse de l'hiver. Les Palestiniens manquent de tout, à cause notamment du blocus sioniste. Walid Benouis. À Gaza, la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Après plus de 2 années de guerre, la population palestinienne lutte pour sa survie. Confrontée au froid hivernal, à la faim et à l'effondrement total des conditions de vie dans un territoire toujours soumis à de lourdes restrictions. De retour d'une mission dans la bande de Gaza, 2 hauts responsables des Nations Unies dressent un constat alarmant. Malgré une reprise timide de l'aide alimentaire, la situation reste critique, notamment pour les enfants. Selon les estimations onusiennes, près de 100 000 d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë et nécessitent des soins de long terme. On se réveille sous l'eau. Ces tentes ne servent à rien. Le vent les emporte d'un endroit à un autre. Dans ces camps improvisés, l'hiver accentue encore la détresse. Des familles entières vivent dans des conditions inhumaines. En plus du froid, au moins une dizaine d'enfants sont morts d'hypothermie. La situation est très difficile, il fait très froid. Les gens sont contraints de recourir à des alternatives comme le plastique et le bois pour se réchauffer, mais cela reste coûteux et souvent inaccessible. Face à l'ampleur du drame, la Ligue arabe appelle à une pression internationale pour mettre un terme à l'agonie des Palestiniens. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de passer à la 2e phase de l'accord. Cela implique, a affirmé Antonio Guterres, le retrait total des forces d'occupation sionistes et l'ouverture de la voie à la mise en œuvre de la solution à 2 États.
Au Maroc, les opérations de démolition se poursuivent, dépossédant des centaines de Marocains de leurs habitations et leurs commerces. Beaucoup se retrouvent sans abri et sans source de revenus, plongés dans une situation de pauvreté et même de précarité. Sami Dakhli. Ils sont en train de nous priver de nos biens, de détruire nos maisons. Où sont nos droits ? Malgré les dénonciations répétées des associations et des organisations de défense des droits de l'homme, la situation sociale au Maroc reste préoccupante. Les opérations de démolition se poursuivent dans plusieurs régions, laissant de nombreuses familles sans toit. Une réalité qui ne fait qu'aggraver la précarité et prive de nombreux citoyens de leurs droits fondamentaux. On m'a privé de mes biens. J'ai le droit, comme tout le monde, de bénéficier d'un logement. Me retrouver à la rue n'est ni normal ni acceptable. Quand une personne n'a ni famille, ni moyens, ni alternative, lui demander de partir revient à une injonction irréaliste et profondément injuste. Où va-t-elle dormir ? Dans la rue ? Dans une station ? Mon mari est mort, il m'a laissé sans ressources. Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Des abris de fortune qui ne sauraient constituer une norme de vie traduisent l'absence criante d'infrastructures adaptées, une situation qui accentue la détresse des familles, laissant sans réelle protection. Ces images frappantes relèvent une réalité sociale brutale qui s'impose chaque jour à une partie de la population. Les citoyens se sont retrouvés à la rue. Certains d'entre eux sont malades, sans ressources. C'est dur pour nous de surmonter cette épreuve. Nous ne savons plus quoi faire. L'eau a tout emporté. Et il ne reste plus que moi, mon mari et ma fille qui étudie à l'université. Les Marocains ne savent plus à quel saint se vouer. Se retrouvent aujourd'hui dans une profonde incertitude. La rue ne décolère pas et les contestations se poursuivent dans plusieurs secteurs. Après avoir été ignorés et confrontés à la répression, ces citoyens ne trouvent plus de refuge dans leur propre pays. On termine notre journal avec cette cérémonie marquant l'année du centenaire de la Grande Mosquée de Paris, une institution qui occupe une place historique et contemporaine auprès des musulmans de France. Mémoire, transmission et responsabilité étaient au cœur de la soirée et les vœux du recteur de la mosquée. Correspondance de Rafaf Belhoujet. Sous les arcades de la Grande Mosquée de Paris, l'architecture devient écran. Une cérémonie solennelle s'ouvre devant un parterre d'invités officiels, ambassadeurs, élus, responsables religieux et figures culturelles. Ce mardi soir, les vœux du recteur marquent bien plus qu'un rendez-vous protocolaire. Ils ouvrent officiellement l'année du centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Ici, dans ce beau patio de la Grande Mosquée de Paris, dire à tous les jeunes de confession musulmane, vous devez être fiers de ce que vous êtes. Vous devez être fiers de vos aïeux. Et même si aujourd'hui nous sommes les mal-aimés, je suis persuadé que dans 100 ans, lorsque nous fêterons les 200 ans de la Grande Mosquée de Paris, on se dira, mais les anciens, ils ont vécu des périodes très difficiles comme nous pensons notamment à nos chouhadas, nous pensons à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le peuple vive. Eh bien, à ces jeunes, soyez fiers d'être musulmans. Mémoire des hommes et des femmes qui ont façonné ce lieu, mémoire aussi d'une présence musulmane ancienne, enracinée dans l'histoire française. À travers les images d'archives projetées, la mosquée rappelle ce qu'elle est depuis près d'un siècle, un espace de prière, mais aussi un lieu de refuge, de culture et de dialogue. 100 ans, c'est toute une histoire, une part d'histoire de notre humanité et de notre vivre ensemble. Alors que les défis qui attendent l'humanité et qui attendent nos enfants et nos petits-enfants, c'est plutôt de leur donner la possibilité de vivre ensemble en paix.
Dans un contexte marqué par les tensions et les fractures, les paroles appellent à une responsabilité collective, former, transmettre, éduquer la spiritualité comme levier d'apaisement et non de repli. L'atmosphère de la soirée mêle recueillement, silence et images monumentales projetées sur l'architecture même du lieu. Mais aussi, à l'heure où l'immigration est souvent mise en accusation, cette cérémonie ravive une mémoire plus ancienne, celle du sang versé par les ancêtres de l'immigration. L'histoire de Français musulmans, trop souvent restés dans les angles morts de notre histoire, dont la présence est pourtant ancienne, profonde, mais encore trop souvent mal comprise. Un message porté également par le recteur qui replace la Grande Mosquée de Paris dans le temps long. Née en 1926, elle est aujourd'hui la seule grande mosquée au monde issue directement de l'histoire européenne. Le centenaire s'annonce d'ailleurs comme un temps de réflexion, mais aussi de visibilité pour les musulmans de France. Pour nous, la génération qui sommes nés en France, c'est fabuleux. C'était là où on se donnait des rendez-vous, on évoquait nos projets. La mosquée de Paris, c'est là où j'ai aussi réalisé mon premier documentaire Femmes d'Islam. D'abord, l'engagement historique des musulmans pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que cette mosquée a été évoquée. Puis c'est 100 ans de magnifiques histoires de rencontres entre Paris, la France et les musulmans de France et du monde entier. C'est un lieu patrimonial exceptionnel. Et donc ce centenaire, ça va être une magnifique fête de rencontres, de culture et de solidarité et aussi de fraternité. Un lieu qui rassemble au-delà des appartenances, un lieu qui interroge aussi la place des musulmans dans la société française contemporaine. À l'aube de ses 100 ans, la Grande Mosquée de Paris affirme une ligne claire, celle d'un islam enraciné, ouvert, fidèle à ses valeurs spirituelles et pleinement inscrit dans l'espace républicain. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.